Monsieur Garnier vient vous présenter son expérience en tant qu'évaluateur de projet H2020, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, Madame Lequen. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Monsieur Garnier, je suis chercheur au CNRS dans le domaine de la thermique, de l'énergétique. Donc, j'ai l'occasion de faire un peu de l'évaluation de projets européens. J'en discuterai un petit peu à la fin, comment j'étais amené à faire de l'évaluation, parce que c'est vraiment très intéressant de participer à cette évaluation. Ce que je voulais dire, c'est que quand on est évaluateur, on nous envoie en général les dossiers normalement 3 semaines avant une réunion de consensus à Bruxelles. Et en général, on les reçoit plutôt une semaine avant. Et donc, on doit évaluer les dossiers, chacun chez soi, évaluer les dossiers en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, je vais essayer de rediscuter un petit peu tout ça, vous donner des conseils là-dessus. Et donc, après, on se réunit à Bruxelles et là, on rédige un document unique. Il y a des jurys qui sont constitués. Les jurys sont en général 5-6 personnes. Il y a un modérateur qui est de la Commission européenne. Et à ce moment-là, on rédige un document unique avec du texte et des notes. Donc c'est par rapport à ça que je vais vous donner quelques petits conseils. Donc 2 petits conseils généraux. Quand on rédige, il faut bien respecter le nombre de pages demandées. On nous a dit, s'il y a 2-3 pages de plus, vous ne devez pas les lire. J'étais surpris, mais bon, c'est comme ça. C'est la règle. Donc respectez bien le nombre de pages, ça ne sera pas hallucinant. Alors les TRL, vous savez ce que c'est les TRL, hein. Enfin nous dans les domaines techniques c'est Technological Readiness Level. Niveau 0 ça va être quelque chose au niveau du concept, niveau 1 ça va être une petite manip de paillasse, hein. Niveau 5-6 ça va être un démonstrateur, 7-8 ça va être de l'application industrielle, hein. Donc dans les calls, dans les appels, pour les choses un peu plus techniques, on nous dit le call c'est TRL 2-4. Donc ou 1-4, donc c'est assez recherche amont. Donc si vous avez un projet qui est en dehors de ce gamme-là, ça ne passera pas. Donc respectez bien, lisez bien le call, quoi. Au niveau quelques conseils au niveau des critères d'évaluation. Donc c'est évalué en termes d'excellence, d'impact, d'implémentation, on l'a déjà discuté. Alors nous, ce qu'on nous envoie sur le tableau là-haut, et on doit répondre à des sous-rubriques. Ça, on reçoit ça chez soi, et donc on met dans Excellence, vous avez 4 sous-rubriques, on doit mettre 3 ou 4 lignes par sous-rubrique. Il y a des gens qui sont un peu plus prolixes, ils vont mettre une page, mais bon, au moins 3 ou 4 lignes. Et donc on fait ça quand c'est une première étape. En général, toutes les sous-rubriques Excellence sont à remplir et la première ligne de l'impact. Implémentation, on ne regarde pas en première étape. Et toute une partie d'impact, on ne regarde pas non plus. Pour les projets en une seule étape, donc on regarde tout. Et après, donc, quand on se réunit, on rédige un document en fonction de ces sous-rubriques, un document unique. Donc c'est discuté tous ensemble. Voilà. Et quelque chose d'extrêmement important, c'est la note. Il y a une note finale. C'est elle qui va déterminer les classements des projets. Et elle ne bouge pas trop après la note. Donc c'est extrêmement important cette note. Donc on a en général, quand on fait l'expertise, sur un mur, c'est mis l'interprétation des notes. Et il y a le modérateur qui nous fait discuter de façon à ce qu'on respecte bien cette façon de noter. Alors vous voyez 0, 1, 2, c'est en général c'est très mauvais parce que le projet, si vous avez une des 3 rubriques, excellence, impact ou implémentation, une note inférieure à 3, votre projet il est fini. Donc faites attention, notamment, vous voyez 2 là, there are significant weaknesses. Donc il y a des problèmes dans ce que vous proposez, on s'aperçoit que finalement c'est pas rentable ou il n'y aura aucun gain. Donc ça c'est un défaut un peu sérieux. Donc ça c'est vraiment, ça vous exclut direct, quoi, donc c'est très important ces notes, et essayez d'être au moins good et voire même vers excellent, parce qu'en général les projets qui vont passer c'est plutôt les projets vers very good, excellent. Voilà, je reviens un peu sur les 3 grandes classes de critères, donc excellence, impact et implémentation.
Donc excellence, faites attention aux points faibles. S'il y a un point faible, il ne faut pas qu'il soit trop fort. Par exemple, on a eu des projets, si vous voulez récupérer de la chaleur dans une cheminée d'incinérateur, vous avez des vapeurs, vous mettez du platine. Les échanges gaz, parois, on ne récupère pas grand-chose. Si vous mettez du platine et en plus qui se consomme, ça va coûter très cher. Ce que vous récupérez en termes énergétiques du point de vue financier est peut-être inférieur au coût du platine, au coût de fonctionnement. Donc ça va être un point un point faible, mais extrêmement fort. Là, vous passez dans le 2 tout de suite. Hein. Donc travaillez bien. Dans tous les projets, on a toujours un peu des points faibles. Hein. Faites attention à ce qu'ils ne soient pas trop faibles. Hein. Par exemple, là, dans le cas du platine, proposez de travailler sur un autre matériau. Hein. Même si vous savez qu'il ne sera pas aussi intéressant que le platine, mais proposez. Et puis essayez de justifier. Il faut que ça soit plausible, il faut que vous soyez convaincant quand même. Il ne faut pas que ça soit n'importe quoi, sinon ça ne passera pas. Mais essayez de travailler vos points faibles, ça c'est important, pour qu'ils ne soient pas trop faibles, sinon c'est l'exclusion. Voilà ce que je disais, solution plausible et soyez convaincant. Alors des fois les experts ils disent, on entend « ah je ne suis pas convaincu », etc. Bon, on essaie de pousser la discussion, pourquoi tu n'es pas convaincu, mais c'est important d'être convaincant dans ces histoires. Impact. Donc avoir un projet excellent, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut qu'il y ait un impact avéré. Alors des fois, les gens disent, on va économiser de l'énergie. Bon, d'accord, mais ça reste une affirmation, c'est qualitatif. Donc il faut essayer de chiffrer. Les experts, ils n'ont pas le temps de chiffrer. On a une semaine pour lire 8 ou 9 projets. On n'a vraiment pas le temps d'aller voir les chiffres. Si vous travaillez sur les turbines à gaz, je ne sais pas, vous voulez faire des économies, essayez de voir combien de millions de tonnes d'équivalent pétrole on peut sauver avec ça au niveau de la France. Mais essayez de chiffrer un peu les choses. Sinon, les experts vont dire je ne suis pas trop convaincu de l'intérêt. Mais si vous avez des chiffres, si vous dites des choses qui sont plausibles, les gens ne vont pas remettre ça en cause. Les experts ne mettront pas ça en cause. Oui, je disais attention aux aspects économiques, parce que ça intervient dans l'impact. Il faut que le rapport bénéfice sur coût reste quand même supérieur à 1. Au niveau dissémination, exploitation, donc dans les ANR, on dit qu'on va faire des articles, on va faire des conférences, mais dans le cadre des projets européens, mettez en place des sites web, organisez des workshops, mettez ça dans votre proposition. Là, la Commission va voir que vous faites un effort pour disséminer, pour diffuser vos résultats. Ce qui est très intéressant et que j'ai vu dans les projets qui passaient, c'est que des fois, les gens mettez les associations professionnelles. Si vous travaillez un projet sur les turbines à gaz, allez voir les gens, les ingénieurs qui travaillent dans le domaine des turbines à gaz, ils ont des associations professionnelles. Prenez-en un, mettez-le dans le bureau que vous formez là, pour diriger un peu le projet. Et puis vous, allez de temps en temps dans leurs réunions professionnelles, présentez ce que vous faites en recherche, les avancements de vos travaux. Ça, dites-le dans votre projet. Ça, c'est important, pas se contenter de l'aspect scientifique. Aller vers l'aspect la société civile, le monde industriel. Il faut vraiment l'écrire. Voilà, ça va être un peu ma dernière slide. Il y avait des histoires d'implémentation aussi au niveau du PE européen. Il y avait une règle, ça c'était en 2014, je ne sais pas si ça a changé, au minimum 3 pays européens, l'équilibre n'est pas nécessaire, il peut y avoir 4 partenaires français et 2 d'autres pays. Enfin, s'il y a un déséquilibre, ce n'est pas gênant. Mais du moment que tout ça soit bien crédible et pertinent. Et c'est ça qui est important, chaque partenaire doit être pertinent. Si vous avez un industriel, il ne faut pas qu'il y ait simplement une lettre d'intention. Il faut vraiment qu'il y ait une participation effective de l'industriel qui va vous faire mettre en place votre dispositif dans un cadre semi-industriel, voire industriel si c'est possible, mais qui soit actif quand même. Et en conclusion, ce que je dirais, c'est il faut que le projet soit scientifiquement excellent, mais aussi avec un impact avéré, ça c'est extrêmement important. Aucun projet n'est parfait. On sait dans nos domaines, il y a des points faibles, il y a des trucs qui font que peut-être ça ne sera pas retenu. À ce moment-là, essayez de travailler dessus, essayez de proposer des plans B. Donc ça arrive assez fréquemment.
Donc les solutions doivent être pertinentes et plausibles, et puis il faut être convaincant. Ce que je voulais dire aussi également, 2-3 autres points, j'ai pensé tout à l'heure, savoir que les évaluateurs, c'est pas que des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, ça peut être des industriels de grandes sociétés, j'ai vu les groupes Philips, Saint-Gobain dans le domaine de l'énergie. Alors des fois c'est des gens à la retraite, donc ils ont tout leur temps pour bien regarder vos dossiers et ils les épluchent. Mais ils ont l'expérience. Également, j'ai vu des gens des transferts domaine de transfert de technologie, même des architectes, j'ai vu. Donc c'est pas, vous n'allez pas être expertisé uniquement par des chercheurs ou enseignants-chercheurs. Ça c'est sûr. Au niveau de la communauté européenne, le modérateur a son importance. J'ai vu que c'était des ingénieurs. Donc vraiment, il n'y aura pas que des chercheurs en face. Donc l'aspect impact, implémentation, ça c'est un domaine sur lequel ils ont du recul. Le deuxième point, je voulais parler du taux de succès des projets européens. Moi, on m'avait dit, enfin je ne sais pas, vous confirmerez les gens du PCN, on m'avait dit 5%. Moi, je sais qu'ANR c'est 8%. Mais ce que je voulais dire là-dessus, j'ai vu dans les projets européens des projets fantaisistes. Il y a des gens qui proposaient dans le domaine chez moi là, de travailler sur la machine à vapeur. C'est des trucs d'il y a 150 ans. Eh bien, il y a des gens qui proposaient des systèmes de récupération d'énergie en mettant des paraboles et puis en chauffant des tubes et en mettant un système qui tournait, le tube allait se dilater plus ou moins, enfin, de façon alternative. Il y a des systèmes, il y a des fois des gens qui proposent des choses assez fantaisistes. Donc des choses que je n'ai jamais vues dans les ANR, dans l'expertise d'ANR, je ne vois pas ça. Et donc finalement, quand on dit que c'est 5%, mais finalement, si vous enlevez tous ces projets-là fantaisistes, le taux est un peu plus élevé. Je veux dire, il est peut-être plus faible apparemment, mais en réalité, c'est un peu plus intéressant quand même. Donc n'hésitez pas à rédiger des projets européens. Oui, il y avait une dernière chose que je voulais vous dire, importante. Si vous voulez apprendre à rédiger, faites de l'expertise de projets européens. Je ne sais pas s'il y en a qui en font ici, mais je vais vous raconter comment j'ai été amené à faire de l'expertise de projets européens, tout simplement. En 2008, j'avais fait un stage dans le cadre du CNRS, qui était bien organisé, qui était bien fait. Donc c'est un stage sur le montage de projets européens. Et il y a l'intervenant qui nous a dit vous êtes jeune, là, vous avez la quarantaine, vous avez de fortes chances d'être retenu. Il nous expliquait que les directeurs de labo, les professeurs responsables d'équipe, les enseignants n'ont pas toujours le temps de consacrer une semaine à participer à l'expertise à Bruxelles. Donc il nous disait allez-y, déposez votre dossier. J'ai déposé mon dossier en 2008. Pendant 4 ans, je n'ai rien entendu parler de tout ça. Je dis c'est mort. Et en 2012, on m'a appelé. Et après, en 2014. Mais au bout d'un moment, on vous appelle 2 ou 3 fois, puis après, on arrête, on change. Et c'est pour ça qu'il y a un certain roulement. Donc, si vous voulez, faites de l'expertise, ça va vous apprendre, vous verrez les bons dossiers, comment ils sont montés. Il y a vraiment des pros au niveau des dossiers. Et quand on fait l'expertise, on voit très rapidement les bons dossiers. Ça se détache tout de suite. Donc moi je vous encourage à faire de l'expertise. Alors moi je m'étais inscrit sur une base de données qui s'appelait Cordis à l'époque, mais maintenant c'est assez facile de s'inscrire, on peut trouver expert, candidature sur le système, et donc là vous rentrez des données administratives, c'est fait sur internet, et vous rentrez votre dossier scientifique, votre CV avec la production scientifique, vous rentrez dedans et puis vous attendez voir ce que ça va donner. Mais je vous encourage à essayer, c'est à la portée un petit peu de tout le monde. Enfin, vous êtes tous potentiellement des reviewers et des experts. Voilà. Merci. Oui, comme vous l'avez dit, il n'y a pas uniquement des chercheurs du domaine qui évalueront les propositions. Donc, tout le monde peut, en tout cas, postuler, candidater pour être expert évaluateur. Si vous allez sur le site horizon2020.gouv.fr, vous allez trouver directement le lien pour vous enregistrer, enfin, en tout cas, pour déposer votre dossier de candidature pour être expert évaluateur. Ouais. Si j'ai bien retenu peut-être les points essentiels, c'est peu de temps, donc respecter le format imposé par la Commission européenne,
faites des propositions claires et n'hésitez pas à mettre des schémas, des choses qui illustrent pour que l'évaluateur qui a 10 dossiers ait envie de lire déjà le vôtre rien qu'en regardant la présentation et plus que celui du voisin, ça joue. Et puis pas de jargon, pas de lien en tout cas vers les sites internet X ou Y parce qu'a priori vous avez 2-3 heures pour évaluer. Certains passeront plus de temps, mais vous ne savez pas qui évaluera votre proposition. Donc voilà, soyez clair et synthétique. Oui. Monsieur Garnier, une petite question à propos de comment on évalue les projets. Parce que j'ai entendu à Bruxelles, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais ça m'étonne quand vous dites que vous évaluez les projets chez vous, et c'est pas du tout ce qu'on m'avait raconté, donc peut-être que c'est... Moi, on m'a raconté l'histoire suivante. Les évaluateurs arrivent à Bruxelles, on les enferme dans un endroit, on leur donne une pile de projets et ils ne peuvent pas sortir quasiment du bâtiment. Il faut qu'ils évaluent les dossiers sur place. Et... Moi, à chaque fois, j'ai évalué chez moi. Hein. Et après, on se rassemble à Bruxelles et tout le monde a les avis des autres. Et là, on discute pour faire un document unique. Hein. Moi, j'ai toujours connu ça, enfin, dans mon domaine. Mais ça dépend peut-être du pôle, du domaine. En général, c'est ce que j'ai entendu, que les évaluateurs ont très peu de temps. Donc, il faut qu'ils lisent le projet. Après, à Bruxelles, on a 1 heure ou jusqu'à 2 heures, ça peut durer si on veut. Mais on a un credo d'une heure à 2 heures. Par proposition. Parce que, bon, l'histoire, le fin fond de l'histoire, pourquoi c'était important, c'est que ce qu'on me disait, c'était que les évaluateurs ont très peu de temps à passer sur chaque proposition à lire. Donc, ils vont quasiment en diagonale. Donc, ils vont aller voir les points clés et peut-être pas avoir le temps de lire toute la proposition. Même pour les phases 1, on les reçoit une semaine avant, hein, et on a le temps de les lire. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours connu cette façon-là. Mais il y a certainement dans d'autres domaines... Dans d'autres domaines, ça se passe différemment. Hein. Oui, parce que là, ça implique, un peu pour revenir, mais de toute façon, vous allez être d'accord avec moi, c'est que essayer, la première page de la proposition est la plus importante. Mais vraiment, il faut, dans mon expérience, il faut que vous rédigiez votre proposition de façon que l'évaluateur lit la première page et il comprend tout le projet. On ne peut pas se permettre d'avoir une propale où il faut aller chercher la page 6-7 pour comprendre de quoi il s'agit et de quoi ça retourne. Il faut vraiment faire une sorte de résumé pour la première page pour que les points clés soient mis en avant. Il faut un peu vendre. C'est vrai, dans les premières pages, on voit l'excellence du dossier ou pas. Hein. De toute façon, on voit rapidement. On voit l'idée qui est derrière et on en déduit tout de suite l'excellence assez rapidement. Mais tout est lu. Enfin, moi, de mon côté, j'ai toujours vu les gens lire, annoter tous les documents sur toute la longueur. Et je pense que c'est très bien fait. Hein. Je veux dire, moi, j'étais assez surpris de la rigueur et du sérieux de la procédure. Enfin, honnêtement, je veux dire. Alors, on a des contraintes horaires pour le déjeuner. Je vais prendre les 2 questions de messieurs et je vous invite à échanger au cours du déjeuner, sinon on ne sera pas du tout dans le timing. Oui. 3 experts évaluent chaque proposition. Ouais, moi j'ai vu 5-6, on était 5-6. Jusqu'à 5-6 alors. Ah oui. Enfin, c'est énorme. Moi c'était H2020, oui, en 2014. C'est minimum 3 de toute façon. Ouais. Et pas spécialement du même domaine technique ou de même origine. Et la deuxième question? Il y aura discussion là. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui cède. Non, il y a le modérateur qui est là, qui essaie de rentrer dans les détails, même s'il ne connaît pas le domaine, de faire parler les gens pour vraiment essayer parce qu'il faut qu'on arrive à un document unique à la fin, quoi. Si ça prend 3 heures, ça prendra 3 heures, c'est pas grave. Il y aura un accord entre tous. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, qui ne veut pas, ça ne sera pas terminé. Ouais. Entre tous et puis entre les évaluateurs des autres projets, parce que le but, comme vous le disiez, c'est d'arriver à un classement des projets et donc à un financement des premiers. Mais donc chaque évaluateur va présenter le projet, va présenter la notation qu'il a proposée et l'objectif final, c'est vraiment de pouvoir classer puis financer les projets. Donc il y a eu vraiment un échange.